Alors maintenant, le défaut génétique dans la FSHD, donc ceci vous représente, cette ligne grise vous représente le bout du chromosome 4, l'extrémité s'appelle le télomère, donc si on va plus loin, on tombe dans le vide, et le défaut génétique dans la FSHD est situé dans cette région-là. Alors, j'attire votre attention sur les chiffres qui sont indiqués là au-dessus. Alors, je ne vais pas oser les dire à la française, je vais les dire à la belge. 191 350 000, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le nombre de lettres qu'il y a sur ce chromosome. Depuis le début du chromosome qui se trouve de l'autre côté du terrain de foot, on arrive ici à ces valeurs absolument gigantesques. On connaît exactement la séquence, c'est-à-dire l'ordre d'enchaînement de toutes ces lettres dans tous les chromosomes du génome humain. Depuis 2003, la séquence complète du génome humain, c'est-à-dire de tous les chromosomes, a été lue. Elle a été déposée sur une banque de données qui est accessible gratuitement par n'importe qui depuis son petit ordinateur à la maison. Et donc c'est un outil extraordinaire pour les chercheurs dans ce domaine de connaître avec précision quel est l'ordre de toutes les lettres dans les chromosomes humains. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ces banques de données, il y a maintenant la comparaison de la séquence de l'ADN, donc de l'ordre de toutes ces lettres, entre environ une centaine d'individus. Et d'une personne à l'autre, nous avons des petites variations dans nos lettres que l'on appelle des polymorphismes. Vous avez vu ce mot plusieurs fois. Poly, ça veut dire plusieurs, morphe, ça veut dire forme. C'est-à-dire qu'à un endroit, une personne aura une lettre C, par exemple, et une autre personne aura une lettre T, par exemple. Donc ce sont ces petites différences qui vont expliquer les différences qu'il y a entre nous. Sur un génome complet de 3 milliards 200 millions de lettres, eh bien chacun d'entre nous diffère de son voisin seulement au niveau de 1 500 000 lettres. Donc 1 500 000 lettres de différence d'un individu à l'autre sur 3 milliards 200 millions. Ça a l'air beaucoup, 1,5 million, mais par rapport à 3 milliards et quelques, c'est finalement pas grand-chose. Le défaut génétique dans la FSHD, il se trouve à cet endroit-là. Donc là, les flèches qui sont indiquées là vous représentent des morceaux de cet ADN qui sont des recettes pour faire des protéines, donc ce sont des gènes. Le gène FRG1, dont Igor vous a parlé là sur son éléphant, ce gène-là, on considère maintenant qu'il n'est pas fonctionnel. Le gène FRG2, qui est un gène qui est activé aussi dans la FSHD et personne ne sait à quoi il sert. Personne ne sait à quoi sert le gâteau qui est fabriqué à partir de cette recette. Et une série d'éléments répétés qui, malheureusement, est la partie qui vous intéresse. Donc, en grandissant plus fort. Donc, ces éléments répétés, c'est un morceau de 3300 lettres qui est répété à la queue leu-leu. Et donc, c'est une sorte de bégaiement de l'ADN. Et beaucoup de chercheurs ont considéré que cet ADN était de l'ADN poubelle. Un ADN répété, ça ne veut rien dire du tout. Et donc, pendant très longtemps, les chercheurs n'ont pas cru que ceci pouvait jouer un rôle important dans la FSHD. Et donc, cette série d'éléments répétés, c'est le nombre de ces éléments qui va faire la différence, la plupart du temps, entre une personne qui est atteinte de FSHD et une personne qui ne l'est pas. Donc, il y a plus que 10 copies, donc de 11 jusqu'à 150 copies, semble-t-il, chez les personnes qui n'ont pas la FSHD. Et chez les personnes qui ont la FSHD, elles ont perdu une partie de ces éléments répétés et il leur reste seulement de 1 à 10 copies. C'est beaucoup de chiffres. Remarquez, le chiffre 0 n'est pas indiqué. Donc un individu qui a 0 copie n'a pas la FSHD. Donc il y a quelque chose dans cette copie qui est nécessaire pour développer la FSHD. Donc trop de copies, enfin un grand nombre de copies, on n'a pas la FSHD en général, et un nombre de 1 à 10 copies, on a la FSHD, mais 0 copie, on n'a pas la FSHD. Alors nous avons trouvé à l'intérieur de chacune des unités répétées un gène que nous avons appelé DUX4, et donc c'est une abréviation d'un nom un peu compliqué, et en fait dans chacune des unités il y a un gène. Alors voilà un gros plan de ces éléments répétés, donc on a les petites flèches de tout à l'heure sont devenues un peu plus grosses, donc voilà un exemple du nombre de copies qu'on va trouver chez un patient atteint d'FSHD, donc on va avoir 4 flèches, et
à l'intérieur de chacune de ces flèches, nous avons trouvé ce gène DUX4 qui est représenté ici en vert. Là, c'est une séquence qui se trouve voisine de ces éléments répétés, donc il y a encore de l'ADN au-delà de ces éléments répétés. Alors, tous les textes que vous voyez en blanc là-bas correspondent à des publications scientifiques, donc dans des journaux, où les résumés des expériences ont été publiés. Alors, pour faire une recette, pour avoir un gène fonctionnel, il va nous falloir 3 éléments. Il nous faut un début, il nous faut la recette proprement dite, et il nous faut la fin. Alors, le début, c'est ce que l'on appelle le promoteur du gène. Et donc, nous avons trouvé ce promoteur, donc ces références, Ding et collaborateurs, Gabriel, ses collaborateurs viennent de mon laboratoire. Et bien avant nous, donc c'était publié en 1998, excusez pour le belgicisme, et en fait, à peu près 10 ans plus tôt, il y avait le groupe de Mélanie Ehrlich qui avait trouvé qu'il y avait là-bas un début de gène, mais elle n'avait pas trouvé de recette derrière, donc elle s'y était plus intéressée. Donc il y a un début pour le gène dans chacune des unités D4Z4, donc c'est le nom de ces unités répétées. Il y a une recette pour faire la protéine DUX4 à l'intérieur de chacun de ces éléments, donc c'est vraiment la partie fluorescente verte. Ça, c'est notre laboratoire qui l'a trouvé. Problème, où est la fin du gène? Donc on peut démarrer et avoir la recette dans chacun des blocs, mais aucun des blocs ne contient la fin. Donc cette recette n'est pas utilisable, l'ARN messager ne peut pas être fabriqué parce qu'il n'y a pas de fin du gène. Alors, c'est dans mon laboratoire, et c'est d'ailleurs Eugénie Anceau et Frédéric Copé qui m'ont accompagné ici aujourd'hui, qui ont fait cette découverte. En réalité, c'est seulement la dernière unité qui va donner un gène complet. Donc, elles se sont rendues compte que la recette du gène allait s'étendre jusqu'à la partie qui est en dehors des éléments répétés, jusqu'à un signal que l'on appelle le signal POLIA, qui correspond à la fin du gène. Donc, de tous les éléments D4Z4, de tous les gènes DUX4, il n'y a que celui de la dernière unité, et ça explique pourquoi les personnes qui ont une seule unité vont aussi développer la maladie. Il suffit d'une unité pour développer la maladie. Il y a le début, il y a la recette et il y a la fin. Et donc, à l'été 2010, une publication qui regroupe le travail de 8 laboratoires de recherche internationaux dirigés par Silver van der Marel, qui est vraiment l'expert hollandais pour l'analyse de l'ADN dans cette région-là, a montré, par une étude de plusieurs centaines de patients et plusieurs milliers de personnes qui n'étaient pas atteintes de FSHD, que s'il n'y a pas la fin du gène ici, donc ce signal POLIA, même avec un nombre réduit de répétitions, on ne va pas développer la FSHD. Donc pour développer la FSHD, pour la majorité d'entre vous, il faut 2 choses. Il faut avoir diminué le nombre de copies des D4Z4, ce qui, comme Yegor vous le disait tout à l'heure, va ouvrir une boucle d'ADN et permettre de copier les recettes qui se trouvent là. Ça, c'est la première chose. Il faut ouvrir les boucles d'ADN dans cette région-là. Et la deuxième chose, il faut avoir ce signal de fin de gène pour que le gène DUX4, qui est ici en dernier, puisse avoir sa recette copiée. Et cette copie de recette, alors, va aller dans la pâtisserie pour faire fabriquer le gâteau empoisonné DUX4. Donc, le modèle, il faut une diminution du nombre d'unités D4Z4, donc c'est le nom de ces éléments répétés, qui va changer la structure des boucles d'ADN, qui va aller perturber plusieurs gènes dans ces boucles. Repensez à l'éléphant de Yegor. Dans cette région-là, il y a le gène FRG1, le gène FRG2, le gène DUX4C. Donc eux-mêmes vont probablement déjà être perturbés, mais le vraiment méchant qui va démarrer le problème, c'est le gène DUX4 qui se trouve dans chacune des unités, et c'est en fait celui de la dernière unité qui va pouvoir fabriquer une copie qui donnera la recette pour la production du gâteau DUX4. Alors, quelle est la fonction de ce gâteau DUX4? Eh bien, c'est un chef. Et donc, ce DUX4 peut donner l'ordre à toute une série de gènes d'activer la copie de leur recette
pour fabriquer une série d'autres gâteaux, mais il peut aussi donner l'ordre à une série d'autres gènes d'arrêter de fabriquer leurs gâteaux. Et donc, pour dire de manière imagée, DUX4 va aller foutre le bordel à l'intérieur des cellules de muscles des patients. Il va les donner des ordres complètement contradictoires par rapport aux gènes qui doivent normalement fonctionner dans une cellule de muscle. Et donc, des études récentes de l'équipe de Stephen Tapscott aux États-Unis, à Seattle, suggèrent qu'en fait, la fonction normale de DUX4, c'est dans le tout début du développement de l'embryon. Donc, juste après que le spermatozoïde du papa ait rencontré l'ovule de la maman, l'embryon va commencer à se développer, donc la première cellule va se diviser pour en donner 2, chacune se divise pour en donner 4, etc. Avant même que ce début d'embryon aille se fixer dans la paroi de l'utérus, aille s'implanter. Il semblerait que la fonction normale de DUX4, c'est à ce moment-là. Il n'a rien à faire dans vos muscles. Et donc le problème, c'est qu'à cause du défaut génétique, qui va aller activer cette région-là, qui s'active de temps en temps dans le muscle, eh bien vous allez produire un chef fou dans vos cellules de muscles qui va essayer de convertir votre muscle en cellules d'embryon. Et ça, c'est pas prévu. Un autre endroit très étrange où ce gène DUX4 est normalement actif chez tout le monde, chez les personnes qui ne sont pas malades, c'est dans les testicules. Donc il semblerait que dans les cellules germinales des testicules, donc les cellules qui vont permettre de fabriquer les spermatozoïdes, DUX4 a une fonction normale. Alors, si DUX4 est activé dans le muscle, il veut le transformer soit en cellules embryonnaires, très précoces, soit en cellules de testicules, ce qui, vous en conviendrez, ne convient pas vraiment bien à un muscle. Alors, donc ce gène produit une protéine qui a un gâteau, qui a cette fonction de chef-fou, et va aller perturber de nombreux gènes dans la cascade, comme je vous ai montré tout à l'heure, causant la FSHD. Alors, le problème de la FSHD, c'est donc un problème de désordre dans la cuisine. On a un gâteau chef-fou, il va aller perturber toute une série de gènes dans les muscles. Les gènes qui étaient actifs, il va leur dire d'arrêter de fabriquer des copies de la recette, et donc les protéines ne seront plus là. Et des gènes qui étaient inactifs, il va leur donner l'ordre de se mettre à fonctionner et à fabriquer une série de gâteaux, une série de protéines qui n'ont rien à faire dans le muscle. Alors nous avons travaillé sur des cellules de muscles qui proviennent de biopsies de certains d'entre vous. Ces cellules nous ont été aimablement fournies par Dalila Laouch qui les a isolées et purifiées, et nous pouvons les faire pousser en culture dans des boîtes en plastique. Ces cellules de muscles, elles vont tout d'abord se diviser un grand nombre de fois, et puis elles vont arrêter de se diviser, elles vont s'aligner, et elles vont fusionner pour former des tubes. Donc, les cellules qui se divisent activement, on les appelle des myoblastes. Quand elles vont fusionner, on appelle ça des myotubes. Un myotube, c'est comme une petite fibre de muscle qu'on arrive à fabriquer dans des boîtes en plastique au laboratoire. Alors, ce dont s'était rendu compte Marietta Barrault dans l'équipe de Dalila Laouch, c'est que dans les cellules, les myotubes qui sont obtenus à partir de cellules de patients, les myotubes sont soit beaucoup trop fins, on les appelle des myotubes atrophiques, ou bien ils sont complètement désorganisés par rapport à la structure de myotubes normaux. Alors, nous nous sommes intéressés aux myotubes atrophiques. Donc, l'atrophie, c'est un processus qui se produit dans les muscles quand les protéines des muscles se font digérer. Alors, il y a deux circonstances dans lesquelles les protéines des muscles se font digérer. La première, c'est si vous cassez une jambe et que vous mettez un plâtre pour aider à placer correctement les deux morceaux d'os pour qu'ils se ressoudent. En dessous du plâtre, vous n'utilisez plus vos muscles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Notre organisme n'aime pas de gaspiller. Il essaie toujours de faire des économies d'énergie. Si ce muscle en dessous du plâtre ne fonctionne plus, eh bien, les cellules de muscle vont digérer leurs protéines, les couper en petits morceaux qui vont passer dans le sang, et les petits morceaux seront récupérés par d'autres cellules pour refaire des protéines ailleurs. Quand le plâtre est enlevé, on recommence à faire de l'exercice, le muscle va alors
de nouveau se mettre à fabriquer toute sa collection de gâteaux nécessaires pour faire un joli muscle joufflu, sauf chez les personnes qui ont la FSHD, où ce processus est vraiment très lent. Donc je vous disais, il y a deux circonstances dans lesquelles on va manger nos protéines de muscle. La première, c'est quand on est immobilisé, qu'on a un plâtre, et c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait, il est très important de bouger. Quand on ne bouge pas, eh bien, on favorise ce déclin des protéines de muscle. L'autre circonstance, c'est quand on ne mange pas assez de protéines. Donc ce qui se passe, pendant la nuit, notre cerveau a besoin sans arrêt de glucose pour pouvoir fonctionner. Dans tous les organes de notre corps, les deux prioritaires, c'est le cerveau et le cœur. Et ils vont obliger tous les autres tissus à leur fournir l'énergie dont ils ont besoin. Quand on reste toute une nuit sans manger, on va user toutes les réserves de sucre que l'on a dans le corps, et en fin de nuit, on va commencer à manger les protéines de nos muscles, qui vont donner les précurseurs pour fabriquer du glucose, qui est le sucre dont on a besoin pour le cerveau. Quand on se réveille, on prend un bon petit déjeuner, des œufs, du fromage, du pain complet. À ce moment-là, on refabrique les protéines qu'on avait mangées pendant la nuit.